À Noël, aucun cadeau pour moi, juste des insultes de ma mère et mon oncle. Sous leur rire, j'ai dit, bon à savoir. Je m'appelle Manon. J'ai 28 ans et je vis seul dans un petit appartement à Paris. Il y a 3 semaines, j'ai conduit 4 heures pour retourner chez mes parents pour ce que ma mère appelle fièrement notre dîner de famille de pré-Noël, même si cela a lieu bien avant les fêtes. Elle disait que c'était plus pratique ainsi. Tout le monde avait pris sa journée. Tout le monde pouvait être réuni. J'ai failli faire demi-tour 2 fois sur le trajet, mais la culpabilité est un carburant puissant. Je suis donc arrivé avec un gâteau fait maison et un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Le dîner était bruyant, chaotique, il y avait du football à la télé, tout le monde parlait en même temps, agissant comme si nous étions dans un téléfilm de Noël. Puis, quand les assiettes ont été débarrassées, ma mère s'est levée et a frappé dans ses mains pour attirer l'attention, comme si elle présentait une cérémonie de remise de prix. Elle a sorti un sac rempli de cadeaux emballés et a commencé à les distribuer un par un autour de la table. Mon père a eu un nouveau polo de golf. Mon oncle a reçu son vin cher préféré. Mes sœurs ont eu des objets personnalisés mignons, de petits bracelets et un bon pour un spa. Les gens riaient, disaient merci, la serraient dans leurs bras. J'ai attendu, car bien sûr, il devait y avoir quelque chose pour moi aussi. Quand le sac fut vide et qu'elle n'avait toujours pas regardé dans ma direction, j'ai finalement demandé aussi nonchalamment que possible, il y en a un pour moi. Elle n'a même pas hésité. Estime-toi heureuse d'avoir une chaise ici, a-t-elle dit, comme pour me rappeler que je devrais être reconnaissante d'être simplement autorisée dans la pièce. Mon oncle Claude a ricané et a ajouté, sois contente qu'on se souvienne encore de ton prénom. Et toute la table a explosé de rire. J'ai senti mon visage brûler, mais j'ai juste hoché la tête et dit, bon à savoir. Pas de cris, pas de larmes, juste ça. Je suis parti tôt, j'ai reconduit jusqu'à Paris dans le noir, et j'ai décidé que quelque chose allait changer. Car 2 semaines plus tard, ces mêmes personnes qui s'étaient moquées de moi étaient à ma porte, frappant dessus et me suppliant de parler. Et c'est là que la véritable histoire a commencé. Quand je suis rentré à Paris ce soir-là, j'ai jeté mes clés sur le comptoir, mis le gâteau à la poubelle et je me suis simplement assise sur le sol de la cuisine en fixant mon téléphone. Une partie de moi voulait envoyer un long message dans le groupe WhatsApp familial pour leur dire exactement comment ils m'avaient humilié. Mais je savais comment cela se passerait. Ils diraient que je faisais ma dramatique, que c'était juste une blague, que je devrais être reconnaissante qu'ils m'aient même invité. Alors à la place, j'ai envoyé un SMS à Léa, ma meilleure amie. Elle m'a appelé dans les 30 secondes. Je lui ai tout raconté, des faux sourires à la phrase de ma mère sur le fait d'être reconnaissante d'être assise là, jusqu'à la petite pique de mon oncle sur mon prénom. Il y a eu un long silence au bout du fil, puis Léa a dit très calmement, Manon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste impoli. C'est méchant. Il ne te respecte pas du tout. Entendre quelqu'un d'autre le dire à voix haute a provoqué un déclic dans ma poitrine. J'ai ouvert mon application bancaire pendant que nous parlions encore et j'ai commencé à faire défiler l'historique. Abonnement à la salle de sport débité chaque mois. Service de streaming à mon nom que j'utilisais à peine parce que je travaillais tout le temps. Compte Amazon Prime Famille. Billets d'hiver, commande de nourriture, courses Uber, tous ces petits moments du type où tu peux mettre ça sur ta carte, je te rembourserai plus tard qui ne se concrétisaient jamais. J'ai réalisé que depuis des années, j'avais été discrètement la colonne vertébrale financière invisible de cette famille si soudée. Ils étaient si fiers de s'afficher en ligne. Ils pouvaient s'asseoir là et faire des blagues sur moi, mais ils n'avaient aucun problème à laisser ma carte enregistrée comme si j'étais leur sponsor personnel. Léa a dit, et si tu arrêtais simplement de payer? Et si tu les laissais ressentir ce que c'est que de te perdre vraiment? L'idée m'a effrayé et excité en même temps. Ce week-end-là, je me suis assise avec mon ordinateur portable et un carnet, et j'ai fait une liste. Le yoga et la salle de sport de maman. Les abonnements streaming et primes de papa, les billets de parc d'attractions de dernière minute de ma petite sœur, les concerts, l'essence, chaque prélèvement automatique qui portait mon nom et auquel leur confort était attaché. Puis j'ai commencé à annuler. Clic, résilier l'abonnement. Clic, désactiver le renouvellement automatique. Clic, supprimer la carte. À chaque email de confirmation qui arrivait dans ma boîte de réception, je me sentais un peu plus légère. Je n'ai pas écrit de grande annonce dramatique dans le groupe de discussion. J'ai juste laissé les systèmes dont ils dépendaient s'arrêter silencieusement. Quelques jours plus tard,
ma mère m'a appelé pendant ma pause déjeuner. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu? Juste, Manon, ma carte de gym a été refusée ce matin. Il s'est passé quelque chose avec le paiement? J'ai ravalé ma nervosité et j'ai dit, oui, je l'ai annulé. Tu devras le mettre à ton propre nom. Elle avait l'air offensée. Tu sais que je vais assez court pour ma santé. Tu sais que je compte là-dessus. J'ai répondu, tu sais aussi ce que tu m'as dit au dîner. J'ai fini de payer pour des gens qui peuvent rire de moi comme ça. Elle a halté comme si je l'avais giflé. Mon père a appelé plus tard dans la soirée parce que le streaming ne fonctionnait pas. Ça dit qu'on doit mettre à jour le paiement, s'est-il plaint. Tu as dû faire une erreur. J'ai dit, je n'ai rien fait de travers. J'ai juste arrêté de payer. Vous êtes des adultes. Vous pouvez gérer vos propres factures. Il s'est tu, puis a craqué. La famille prend soin les uns des autres, Manon. J'ai dit, exactement. Ça marche dans les deux sens. Après ça, le groupe de discussion a commencé à exploser. De petits messages passifs-agressifs sur la façon dont certaines personnes oublient d'où elles viennent et que l'argent ne fait pas tout, mais que certains pensent que si. J'ai mis la discussion en sourdine. J'ai décidé que je ne rentrerai pas pour Noël, peu importe combien ils essaieraient de me faire culpabiliser. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi de ne pas jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Je pensais qu'ils allaient bouder, peut-être dire du mal de moi au club de golf, et finir par passer à autre chose. J'avais sous-estimé à quel point ils dépendaient de moi, pas seulement pour l'argent, mais pour le contrôle. Parce que plus leurs abonnements et leur confort commençaient à s'effondrer, plus ils devenaient désespérés. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé avec toute ma famille de l'autre côté de la porte de mon appartement, frappant et hurlant pour qu'on les laisse entrer. La première vraie vague a frappé quelques jours après que j'ai tout annulé. J'étais à mon bureau en train d'essayer de me concentrer sur un dossier, relisant la même phrase encore et encore quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Au début, c'était juste le groupe familial qui s'allumait comme une alarme incendie. Ma mère a envoyé un long paragraphe sur la façon dont certaines personnes oublient qui les a élevées et à quel point elle était profondément blessée que j'attaque sa santé en annulant la salle de sport. Elle le formulait comme si je lui avais retiré des médicaments sur ordonnance, et non pas résilié un abonnement facturé sur ma carte. Il y avait une phrase disant que le yoga était la seule chose qui la gardait saine d'esprit, comme si j'étais personnellement responsable de sa stabilité mentale. Mon père a suivi avec ses phrases habituelles sur le sacrifice et le devoir familial. En lançant ce classique, tu n'aurais pas ce travail chic à Paris si ce n'était pas pour nous, ce qu'il disait toujours dès qu'il était question d'argent. Comme si mon diplôme et ma carrière étaient des articles sur une facture que je n'avais pas fini de payer. Puis mes sœurs s'y sont mises avec des émojis et des commentaires en douce. L'une d'elles a écrit « Imagine choisir Netflix plutôt que ta propre mère », ce qui était ironique vu que j'avais aussi annulé Netflix et qu'elle l'utilisait bien plus que moi. Les autres ont envoyé un message disant « Tu as tellement changé. Tu étais gentil avant. » S. Suivi d'un emoji qui pleure et d'un cœur brisé. C'était le même script que d'habitude, juste plus fort et dans un fil de discussion de groupe. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute, sentant ma poitrine se serrer, puis j'ai remis en sourdine et posé mon téléphone face contre terre sur mon bureau. Je pouvais sentir les notifications continuer d'arriver, vibrant toutes les quelques secondes, comme si le téléphone lui-même était anxieux. 10 minutes plus tard, Léa m'a envoyé des captures d'écran d'Instagram. « Tu as vu ça ?» a-t-elle écrit. Ma petite sœur avait posté un fond noir avec un texte blanc qui disait « Certaines personnes couperaient les ponts avec leur propre sang pour de l'argent. Souvenez-vous de qui était là avant votre salaire. » Avec un emoji cœur brisé et de petites mains en prière. Elle ne m'a pas tagué, mais elle n'en avait pas besoin. La moitié de notre famille élargie nous suit toutes les deux. Ma mère a commenté en dessous, tellement triste mais vrai. Je t'aime, ma chérie. Certaines personnes s'égarent. Et quelques cousins ont répondu avec des « la famille avant tout, l'argent n'achète pas la loyauté et les gens changent quand ils déménagent à la ville. » Quelqu'un a même lâché un « vous êtes la famille la plus forte que je connaisse », ce qui aurait été drôle si ça ne piquait pas autant. J'ai senti mon estomac se tordre en faisant défiler les commentaires. Ils réécrivaient l'histoire en temps réel, se transformant en victime et moi en une sorte de méchante au cœur froid qui les avait abandonnés pour du cash et une vue sur les toits. Aucun d'eux n'a mentionné le moment où ma mère m'a dit d'être reconnaissante d'être autorisée à m'asseoir là, ou quand mon oncle a transformé mon prénom en chute de blague.
Aucun d'eux n'a parlé des années de « tu peux juste mettre ça sur ta carte » qui était apparemment invisible. J'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai mis de côté et je suis resté assise là un moment à écouter le bourdonnement du bureau et le tapotement des claviers des autres. J'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie terrifiée à l'idée d'être traité d'ingrate. Alors, j'ai continué à trop donner pour prouver que je ne l'étais pas. Et me voilà enfin à dire non, et il me collait exactement cette étiquette. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, au lieu de pleurer comme je l'aurais fait normalement, j'ai ouvert mon ordinateur portable à ma table de cuisine et je suis retourné sur mon application bancaire. S'il voulait parler de sacrifice et de responsabilité, très bien. Nous pouvions parler de chiffres, le seul langage qui ne se soucie pas de la culpabilité ou de la manipulation. J'ai sorti 5 années complètes de transactions et j'ai commencé à filtrer, salle de sport, studio de yoga, service de streaming, abonnement Amazon Prime Famille, billets de parc d'attractions avec des notes comme pour Chloé et les amis, billets de concert où le débit frappait mon compte à 23h59 après un frénétique « je te ferai un virement PayPal promis ». Des réparations de voitures d'urgence que mon oncle ne pouvait pas payer et qui atterrissaient on ne sait comment sur ma carte avec un « je te rembourserai quand ma prime tombera ». Ce qui n'est jamais arrivé. Des additions de restaurants où je réglais la note parce que tu gagnes plus que nous. C'est pas grand-chose, dit à moitié en plaisantant, mais accepté très sérieusement. C'était douloureux et étrangement satisfaisant en même temps. À chaque ligne que je surlignais, je me souvenais de la conversation exacte qui allait avec, du moment exact où j'avais ravalé mon ressentiment et souri à la place. J'ai tout copié dans un tableur, ajouté des dates et de courtes descriptions, mis un code couleur par catégorie juste pour garder ma santé mentale, et j'ai regardé le total grimper de plus en plus haut jusqu'à ce que je doive me reculer et juste le fixer. Ce n'était pas quelques moments de générosité. C'était un schéma. C'était des années où j'étais le filet de sécurité chaque fois que quelqu'un oubliait son portefeuille ou ne pouvait pas payer avant vendredi ou avait juste besoin d'aide. J'ai réalisé que pour eux, mon argent était une extension du leur, quelque chose auquel ils se sentaient droits du fait de la biologie et de l'histoire. J'ai rédigé un email adressé à mes parents et à mes 2 sœurs. L'objet disait, puisque nous parlons de qui doit quoi. Je suis resté devant cet objet un instant, mon doigt planant au-dessus du clavier, puis j'ai commencé à taper. Dans le corps du texte, j'ai écrit très simplement que j'étais consciente des choses qu'ils avaient faites pour moi en grandissant, que j'étais reconnaissante pour un toit, la nourriture et l'école, que je ne prétendais pas m'être élevée toute seule. Mais j'ai aussi écrit que l'idée que je leur devais un soutien financier sans fin et une tolérance aveugle en retour pour le restant de ma vie n'était pas exacte et n'était pas saine. Puis j'ai collé le total du tableur et une courte ventilation en dessous listant les catégories. Je ne les ai pas traités de voleurs. Je n'ai pas exigé qu'ils remboursent tout sur le champ comme un agent de recouvrement. J'ai simplement écrit, si vous voulez continuer à insister sur le fait que je suis ingrate et égoïste parce que j'ai arrêté de payer, s'il vous plaît, regardez ceci et demandez-vous qui a réellement pris soin de qui. Mes mains tremblaient quand j'ai cliqué sur envoyer, mon cœur battait comme si je venais de sauter dans l'eau glacée. Mais c'était aussi comme déposer un fardeau que je portais depuis des années. Un sac dont je n'avais pas réalisé qu'il était devenu si lourd. La réponse de ma mère est arrivée vite, tout en majuscule dans l'objet, comment oses-tu ? Le corps du texte était un mur de mots où elle qualifiait ma liste de manipulatrice et cruelle. Elle disait que seule une personne sans cœur jetterait l'argent au visage de ses parents et m'accusait d'essayer de mettre un prix sur son amour et ses sacrifices. Elle transformait chaque exemple en une histoire sur la difficulté de leur vie et sur mon ingratitude à les faire se sentir petits. Elle terminait par « J'ai tellement honte de qui tu es devenu ». Et une phrase disant qu'elle ne me reconnaissait même plus. Puis elle m'a bloqué sur Facebook. Je sais qu'elle m'a bloqué parce que Léa m'a envoyé une autre capture d'écran même pas 1 heure plus tard. Ma mère venait de poster une de ces images génériques de citations familiales, quelque chose comme « La famille est pour toujours même quand certains membres oublient », avec une longue légende sur le fait de rester fort en ces temps difficiles et d'être reconnaissant pour les enfants qui honorent encore leurs parents et comprennent la vraie loyauté. Les likes et les commentaires de soutien affluaient. Les gens écrivaient « Tu es une si bonne mère. Tes enfants ont de la chance de t'avoir. Ne laisse personne déchirer ta famille. » Sans savoir qu'ils acclamaient quelqu'un qui avait utilisé le mot reconnaissant comme une arme contre son propre enfant à table. Aucune de ces personnes ne savait que chacune de ces petites soirées Netflix réconfortantes et matinées de yoga avait été discrètement payée par la fille qu'elle avait humiliée devant tout le monde. Je suis resté allongé dans mon lit cette nuit-là à regarder le plafond, en colère, tremblante. Mais sous la colère, il y avait une clarté étrange,
ce sentiment net et propre. Ils n'allaient pas se réveiller un jour et me voir soudainement différemment d'eux-mêmes. Ils étaient investis dans cette version de moi, la fille parisienne difficile et ingrate qui leur devait tout et leur donnait des raisons infinies de se plaindre. La seule chose que je pouvais contrôler était ce à quoi je leur donnais accès, mon argent, mon temps, mon énergie, mon silence. Alors que Noël approchait et que davantage de leur confort s'éteignait ou exigeait de nouveaux moyens de paiement, le ton de leur message a changé. Les publications passives-agressives sont devenues moins nombreuses. Les appels sont devenus plus frénétiques, et la culpabilisation s'est transformée en véritable panique. Ils ont arrêté de simplement me lancer des pics en ligne et ont commencé à s'agiter dans la vraie vie, essayant de combler les trous là où mon soutien se trouvait auparavant. Et c'est là que leur sentiment de droit a débordé en quelque chose de beaucoup plus bruyant, beaucoup plus laid et beaucoup plus difficile à ignorer. Le genre de désespoir qui ne reste pas sur les écrans, mais qui se présente juste devant votre porte d'entrée. 2 semaines après ce dîner de famille, j'étais dans mon appartement un samedi après-midi, regardant distraitement une vidéo YouTube au hasard et essayant de ne pas penser du tout à ma famille, quand l'interphone a sonné. Au début, j'ai cru que c'était une livraison, mais je n'avais rien commandé. Puis mon téléphone s'est allumé avec le nom de mon père. J'ai laissé aller sur la messagerie. Une seconde plus tard, ma mère a commencé à appeler. Puis l'interphone a sonné à nouveau, plus longtemps cette fois, comme si quelqu'un s'appuyait dessus. Mon estomac s'est noué. J'ai marché jusqu'à l'interphone et j'ai appuyé sur le bouton juste assez pour entendre le bruit du hall. C'est là que j'ai entendu la voix de ma mère résonner dans la cage d'escalier, forte et perçante. « Manon, on sait que tu es là. Ouvre-nous. » Il y avait ce ton faux et joyeux, comme si elle essayait d'avoir l'air normal pour quiconque pourrait écouter, mais en dessous, c'était de la pure colère. Je me suis figé une seconde, puis j'ai tranquillement vérifié le couloir à travers mon œilleton. Quelques minutes plus tard, je les ai vus. Ma mère et mon père debout devant la porte de mon appartement, ayant clairement amadoué un autre locataire pour qu'il les laisse entrer dans l'immeuble. Ma mère tenait un sac cadeau rouge brillant avec du papier de soie qui en sortait comme si elle était dans une publicité. Mon père avait quelques sacs plus petits accrochés à son poignet. Mon téléphone a recommencé à sonner sur la table derrière moi. J'ai laissé sonner. Ma mère a frappé poliment au début. 3 petits coups. « Manon, chérie, ouvre. On t'a apporté quelque chose. On veut juste parler avant Noël. » Elle a appelé assez fort pour que n'importe qui à l'étage puisse entendre. J'ai pris une inspiration, je me suis approché, mais je n'ai pas déverrouillé la porte. « Je ne veux pas parler maintenant, » ai-je dit à travers le bois. « Vous devez partir. » Le changement dans sa voix a été instantané. La fausse douceur s'est fissurée. Elle a frappé plus fort, les sacs bruissants. « On a conduit 4 heures pour être ici, Manon. 4 heures. Le moins que tu puisses faire est d'ouvrir la porte et de parler à tes propres parents. » Mon père est intervenu, sa voix déjà agacée. « C'est ridicule. On ne fait pas ça à travers une porte. Ouvre. » Il y eut une pause, puis les coups se sont transformés en véritable martèlement. La voix de ma mère s'éleva, tremblante et dramatique. « Tu t'entends? C'est ce que cette ville t'a fait. Tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant? Tu annules des choses sans prévenir. Tu envoies cet email dégoûtant et maintenant tu ne peux même pas nous regarder. » Elle a commencé à renifler bruyamment. « Notre famille s'effondre et tu t'en fiches », a-t-elle pleuré. Mon père a baissé la voix, mais je pouvais encore entendre la colère. « C'est une question de respect, Manon. Tu nous devais une chance de parler en personne. Sois adulte et ouvre la porte. » J'ai failli rire à « sois adulte ». Considérant que ce qui avait déclenché tout cela était le fait qu'il se moque de moi devant tout le monde comme si j'étais une enfant. Au lieu de cela, j'ai dit, le respect va dans les 2 sens. Rester devant chez moi à essayer de forcer une conversation à laquelle j'ai dit non, ce n'est pas du respect. Mon téléphone a vibré dans ma main. C'était ma petite sœur qui appelait. Quand je n'ai pas décroché, elle a immédiatement suivi avec un SMS. « Ils sont devant ta porte. Ouvre juste. N'empire pas les choses. » Maman panique. J'ai répondu, ils sont venus sans invitation. C'est leur problème. Une seconde plus tard, elle a répliqué, tu es cruel. Ils t'ont apporté des cadeaux de Noël pour arranger les choses. À travers la porte, ma mère a dû décider d'appuyer sur cet angle.
Elle a élevé la voix à nouveau et a dit, on t'a apporté des cadeaux, Manon. On ne t'a pas oublié. On essaie. C'est ce que tu voulais, non? De l'attention. C'était presque drôle comment elle déformait les choses. J'ai imaginé ce qu'il y avait dans ces sacs. Peut-être un pull basique d'un rayon soldé. Peut-être une bougie, quelque chose qu'il pourrait pointer plus tard en disant « on a essayé », mais elle nous l'a jeté au visage. Je ne voulais rien de tout ça. Vous n'arrangerez rien avec des cadeaux, ai-je dit. Vous ne vous êtes même jamais excusé pour ce que vous m'avez dit, pour avoir ri de moi devant tout le monde. Il y eut un silence. Puis ma mère a craqué. Oh mon Dieu, tu es encore là-dessus? C'était une blague, Manon. Une blague. Les gens normaux peuvent supporter une blague au dîner. Mon père a ajouté, tu montes un commentaire en épingle et tu punis toute la famille pour ça. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait rien pour moi de l'autre côté de cette porte. Pas encore. Pas comme ça. J'ai ressorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à ma mère, vous avez 10 minutes pour partir ou j'appelle la sécurité de l'immeuble. À voix haute, j'ai dit, vous devez partir. Je suis sérieuse. Le martèlement s'est arrêté une seconde, puis est revenu encore plus fort avec la voix de ma mère qui se brisait. On doit parler. Ouvre. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Ne fais pas ça à ta mère. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles, mais je n'ai pas bougé vers la serrure. Je suis resté là à fixer la poignée de porte, répétant dans ma tête, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Après environ 20 minutes de coups, de pleurs, de supplications et de mon père marmonnant que j'étais folle, ils sont finalement partis. Une voisine du bout du couloir m'a envoyé un email plus tard dans la soirée via le portail de l'immeuble, demandant poliment si tout allait bien et mentionnant la scène très bruyante qui s'était passée devant ma porte. Je me suis assise sur mon canapé après, tremblante, et j'ai ouvert une note vierge sur mon téléphone. J'ai commencé à taper exactement ce qui s'était passé, chaque mot qu'ils avaient dit, chaque sensation dans ma poitrine. Je ne voulais pas qu'ils me manipulent plus tard en me faisant croire que j'avais imaginé tout ça. Plus j'écrivais, plus il devenait clair que ce n'était pas juste à propos d'un dîner ou de quelques abonnements. C'était une question de contrôle. Ils n'étaient pas habitués à ce que j'ai des limites. Et ils ne géraient pas très bien le mot non. Je pensais que le pire était passé après leur départ ce jour-là. Je me suis dit qu'ils allaient se calmer, se plaindre de moi à leurs amis, et ensuite reculer. J'avais tort. Cette visite n'était qu'un échauffement. La prochaine fois qu'ils reviendraient, ils apporteraient plus que des sacs cadeaux et de la culpabilité, et ils me montreraient jusqu'où ils étaient prêts à aller pour me ramener dans le rôle qu'ils avaient besoin que je joue. Après la scène avec les sacs cadeaux devant ma porte, j'ai vraiment cru qu'ils allaient lâcher l'affaire. Pendant quelques jours, c'était presque paisible. Le groupe de discussion familiale a ralenti pour ne laisser place qu'à de vagues citations sur le pardon et la prière pour les gens qui s'égarent. Je l'ai mis en sourdine, je me suis concentré sur le travail, j'ai pris un café avec Léa, essayé de dormir sans entendre le « estime-toi heureuse d'être là » de ma mère dans ma tête. Je me suis dit que le pire était passé. Ce n'était pas le cas. Les appels ont recommencé. D'abord depuis les numéros de mes parents, que j'ai laissé aller sur messagerie. Ma mère pleurait en disant qu'elle ne dormait pas, parlait de sa tension artérielle, disait que le médecin avait dit qu'un stress comme ça pouvait la tuer, et demandait si c'était ce que je voulais. Les messages de mon père étaient plus froids. Je brisais la famille. Je leur devais une conversation parce qu'ils m'avaient élevé. Quand j'ai arrêté de répondre, ils sont passés à des numéros locaux aléatoires. J'en ai décroché un, pensant que c'était le travail, et ma mère a dit, « Alors, tu sais encore comment répondre au téléphone ?» Comme si elle m'avait prise en flagrant délit de mensonge. J'ai raccroché. Puis mon oncle Claude s'y est mis, laissant des messages vocaux disant que je ne pouvais pas résilier ma famille comme un abonnement, et qu'un jour j'aurais besoin d'eux. En ligne, ma sœur a posté un autre TikTok triste sur le fait d'être abandonnée par sa propre sœur qui choisit l'argent et des étrangers plutôt que les gens qui étaient là depuis le premier jour. Pas de nom, mais la légende où parfois le sang fait plus mal que les étrangers rendait la chose évidente. Des inconnus remplissaient ses commentaires de soutien, lui disant de couper les ponts avec les personnes toxiques. Pendant ce temps, les retombées de mes paiements annulés ont frappé. Ma mère a laissé un message vocal paniqué disant que la salle de sport voulait une nouvelle carte et des frais d'inscription, disant que le yoga était la seule chose qui la gardait calme et demandant comment je pouvais lui faire ça.
Un cousin m'a dit que mon père se plaignait au club de golf des enfants ingrats qui traitent les parents comme des banques. Un soir, j'ai rouvert mon tableur et ajouté une colonne pour le comportement, appel, culpabilisation, TikTok, visite surprise. Voir tout cela aligné rendait impossible de prétendre que c'était une phase. C'était un système et j'avais arrêté de jouer. Quelques jours avant Noël, c'est passé du numérique au physique. Je suis rentré avec des courses, j'ai vu la voiture de mes parents dehors, et j'ai senti mon estomac tomber. Quand je suis arrivé à mon étage, ma mère, mon père et mon oncle Claude étaient debout devant mon appartement comme un barrage. La voilà, a dit ma mère fort. Tu te sens fier d'appeler la sécurité pour tes propres parents. J'ai posé le sac, gardé mes clés à la main. Vous n'êtes pas censé être ici. Vous devez partir. Mon père a dit qu'ils ne partaient pas, qu'ils avaient fait tout ce chemin pour parler en personne, et que je leur devais ça. Ma mère a continué sur la façon dont ils essayaient de sauver la famille pendant que je me cachais dans ma petite boîte et les traitais comme des parasites. Mon oncle s'est appuyé contre le mur, avec un petit sourire narquois, demandant si je pensais vraiment que mes voisins se souciaient plus de moi que mon propre sang. Tu ne résilies pas le sang, gamine, a-t-il dit. J'ai dit que le sang ne leur donnait pas le droit de débarquer après que je leur ai dit d'arrêter. Ma mère a pouffé, a dit que personne ne m'avait attrapé, m'a accusé de tout déformer et de les faire passer pour abusifs pour pouvoir me sentir justifié. Mon père s'est approché jusqu'à ce que ma porte soit dans mon dos. Voici ce qui va se passer, a-t-il dit. Tu rentres à la maison avec nous pour Noël. Ce cirque s'arrête maintenant. Ma voix tremblait, mais j'ai dit, non, je vous ai dit de partir. Vous me harcelez. Ma mère a claqué sa paume contre la porte à côté de ma tête si fort que j'ai sursauté, hurlant à propos de tout ce qu'il m'avait donné et de comment je leur étais redevable. Mon oncle m'a vu tressaillir, a souri et a mis sa main sur mon épaule, essayant de me pousser loin de la serrure. Quelque chose en moi est devenu très calme. J'ai repoussé sa main et j'ai dit haut et fort, ne me touchez plus jamais. Ils m'ont regardé comme si j'avais mis le feu à l'immeuble. Le gardien est monté, a écouté les deux côtés, puis s'est tourné vers eux et a dit, elle vit ici. Elle vous a demandé de partir. Vous ne pouvez pas continuer à venir ici et faire des scènes. Si vous revenez, nous devrons impliquer la police. Il les a accompagnés jusqu'à l'ascenseur pendant que ma mère pleurait et que mon père marmonnait à propos des enfants ingrats. Mon oncle m'a lancé un dernier regard et a dit à voix basse, tu vas regretter ça. Plus tard, la direction a glissé un avis sous ma porte documentant l'incident et déclarant qu'il n'était plus autorisé à revenir sans permission. Que des visites répétées pourraient signifier une interdiction d'accès et la police. Pour la première fois, il y avait quelque chose sur papier disant que ce n'était pas juste un drame familial. D'autres personnes l'avaient vu. D'autres personnes étaient prêtes à appeler ça par son nom. Je voulais croire que cet avertissement suffirait à les faire arrêter. Mais les gens qui sont habitués au contrôle ne l'abandonnent généralement pas à cause d'un bout de papier. Et la prochaine fois qu'il viendrait, ce ne serait pas seulement la sécurité qui serait impliquée. Quelques jours avant Noël, j'ai finalement commencé à me détendre. La sécurité avait déposé son rapport. Mes parents et mon oncle avaient été escortés dehors une fois déjà, et mon téléphone était calme pour la première fois depuis des semaines. J'ai bloqué quelques numéros, mis le chat familial en sourdine, me suis jeté dans des projets de fin d'année et me suis accroché au plan de passer le réveillon de Noël avec Léa, à manger des plats à emporter et à regarder des films idiots. Je me suis dit qu'ils avaient fini. J'avais tort. Un après-midi, je montais les escaliers avec des courses quand je l'ai entendu. Mon nom de famille résonnant dans la cage d'escalier, la voix de ma mère aiguë est trop forte. Elle est à cet étage. Je sais qu'elle y est. Manon, sors d'ici tout de suite. Mon estomac a chuté. Quand j'ai tourné le coin vers mon couloir, ils étaient là encore. Ma mère, mon père et mon oncle Claude debout au milieu du couloir devant ma porte comme s'ils en étaient propriétaires. Ma mère a pivoté vers moi. Te voilà, a-t-elle claqué. Tu te sens puissante maintenant d'appeler la sécurité contre tes propres parents. Mon père se tenait raide, la mâchoire serrée. Mon oncle était appuyé contre le mur comme si c'était son divertissement de la journée. J'ai posé mon sac de course et gardé mes clés à la main. Vous n'êtes pas censé être ici, ai-je dit. Vous devez partir. On ne part pas, a dit mon père. Pas tant que tu n'arrêteras pas d'agir comme une étrangère et que tu ne nous parleras pas comme une adulte.
On a fait tout ce chemin avant Noël pour essayer d'arranger ça. Ma mère a sauté sur l'occasion, la voix s'élevant pour que chaque porte puisse entendre. On se bat encore pour cette famille, a-t-elle dit. Tu nous coupes les ponts. Tu nous humilies avec cet email. Tu appelles la sécurité sur nous, et tu ne peux même pas nous regarder dans les yeux. On t'a tout donné. J'ai senti des portes s'entr'ouvrir le long du couloir. Mon oncle a décollé du mur et s'est approché. Tu crois que ces gens se soucient de toi plus que nous, a-t-il demandé, hochant la tête vers les autres appartements. Quand ta vie de grande ville s'effondrera, tu penses qu'ils t'accueilleront? Le sang c'est le sang, gamine. Tu n'annules pas ça juste comme ça. Quelque chose en moi s'est durci. Le sang n'est pas un laissez-passer gratuit, ai-je dit. Ça ne vous donne pas le droit de débarquer chez moi après que je vous ai dit d'arrêter. Ça ne vous donne pas la permission de me crier dessus, de me coincer ou de mettre vos mains sur moi. Ma mère a pouffé. Personne n'a mis les mains sur toi, a-t-elle claqué. Tu déformes tout pour nous faire passer pour des monstres. La sécurité a dit qu'il n'y avait rien à la caméra la dernière fois. Tu as décidé qu'on était abusif pour te sentir justifié. Du coin de l'œil, j'ai vu ma voisine âgée du bout du couloir debout dans l'embrasure de sa porte, son téléphone levé en train d'enregistrer. Nos yeux se sont croisés. Elle m'a fait un petit signe de tête qui disait « Je vois ça », et je ne fais pas semblant de ne pas le voir. Mon père s'est approché jusqu'à ce que mon dos touche ma propre porte. Sa voix a baissé. « Voilà ce qui va se passer », a-t-il dit. « Tu vas faire un sac. Tu rentres à la maison avec nous pour Noël, et on va s'asseoir et régler ça. Ce cirque avec les annulations et l'implication de la sécurité s'arrête maintenant. » Mes mains tremblaient, mais ma réponse est sortie claire. « Non, je ne vais nulle part avec vous. Je vous ai dit de me laisser tranquille. Vous revenez sans cesse. Vous me harcelez. » Ma mère a claqué sa main contre la porte juste à côté de ma tête avec un bruit sec qui m'a fait sursauter. « Harcelé » a-t-elle sifflé. « On t'a donné la vie. Tu n'aurais pas cet appartement, ce travail, rien sans nous. Tu nous dois le respect. Tu nous dois tes cadeaux à Noël. Tu nous dois plus que ça. » Mon oncle m'a vu tressaillir et a souri. « Tu appelles ça du harcèlement » a-t-il dit, puis il a mis sa main sur mon épaule et a poussé juste assez pour m'éloigner de la serrure. Ce n'était pas un coup de poing, mais c'était un message, nous te contrôlons encore. Quelque chose en moi est devenu très calme. J'ai repoussé sa main et j'ai dit haut et fort, ne me touchez plus jamais. Avant qu'il ne puisse riposter, la voix de ma voisine a traversé le couloir. J'appelle la police, a-t-elle dit clairement. C'est la deuxième fois que vous faites ça. Elle vous a demandé de partir. J'enregistre tout. Pendant une seconde, tout le monde s'est figé. Ma mère s'est retournée et a crié, ce ne sont pas vos affaires. C'est la famille. Ma voisine n'a pas bronché. Vous en avez fait notre affaire. Quand vous avez commencé à hurler dans le couloir, a-t-elle dit. Je pouvais entendre des sirènes faiblement au loin se rapprocher. Ma mère s'est retournée vers moi, passant à ce ton brisé et manipulateur que je connaissais trop bien. Manon, arrête ça, a-t-elle supplié. Dis-leur que tout va bien. Dis-lui de ne pas appeler. Tu veux que ton oncle soit arrêté. Tu veux que ta mère fasse une crise cardiaque juste ici sur le sol? C'est ça que tu veux pour Noël? Ma poitrine s'est serrée. Pendant un battement de cœur, j'ai ressenti ce vieux réflexe de tout réparer, de plier et de m'excuser juste pour que ça s'arrête. Puis je me suis souvenu du tableur, de la table du dîner, de la façon dont il riait pendant que je brûlais de l'intérieur. J'ai pris une inspiration. Je veux que vous partiez, ai-je dit. Si vous ne vouliez pas que la police soit impliquée, vous n'auriez pas dû revenir. Quelques minutes plus tard, 2 policiers ont marché dans le couloir en observant la scène. Mes parents et mon oncle, ma voisine avec son téléphone, moi pressé contre ma porte avec mes clés serrées dans mon poing. Un policier m'a regardé. « Vous habitez ici ?» a-t-il demandé. « Oui, ai-je dit. C'est ma famille. Je leur ai demandé de partir plusieurs fois. La sécurité les a déjà escortés dehors une fois. Ils reviennent sans cesse. Ils ont mis leurs mains sur moi. Je ne me sens pas en sécurité. » Ma voix tremblait, mais je l'ai sortie. L'autre policier a vérifié avec ma voisine, qui leur a montré un clip de mon oncle attrapant mon épaule et de ma mère claquant sa main contre la porte à côté de ma tête.
C'était suffisant. Le premier policier s'est tourné vers ma famille. Son ton s'est durci. Vous devez quitter la propriété maintenant, a-t-il dit. Vous avez été averti avant. C'est du harcèlement. Vous n'avez pas le droit de venir ici et de la coincer parce que vous êtes de la même famille. Si vous revenez ou la contactez comme ça encore, elle pourra demander une ordonnance de protection et porter plainte. Ma mère a commencé à sangloter à propos de parents inquiets. Mon père a argumenté sur ses droits en tant que père. Mon oncle a marmonné à propos de flics mous et d'enfants irrespectueux. Les policiers s'en fichaient. Ils ont pris mon oncle à part, ont pris sa carte d'identité et lui ont dressé un procès-verbal, expliquant exactement ce que cela signifiait. Il est resté là, le visage rouge, pendant que le policier lui disait qu'il était officiellement fiché pour harcèlement envers sa nièce. Regardez cet homme, celui qui s'était moqué de moi toute ma vie, fixer le sol pendant que quelqu'un en autorité lui disait qu'il était le problème, m'a fait quelque chose. Pour une fois, je n'étais pas celle qui était humiliée devant tout le monde. Alors qu'il les accompagnait vers l'ascenseur, ma mère s'est agrippée la poitrine, disant qu'elle avait des vertiges, que le stress était trop fort. Le policier a proposé une ambulance. Mon père a dit qu'il l'emmènerait à l'hôpital lui-même. Plus tard, j'ai entendu dire que sa tension avait grimpé et qu'elle avait passé la nuit aux urgences. Que mon père était furieux des factures d'hôpital et de l'amende de mon oncle. Que mon oncle était soudainement beaucoup plus silencieux au bar où il avait l'habitude de se vanter de notre famille parfaite. Après leur départ, la direction a glissé un avis sous ma porte confirmant l'incident, déclarant que mes parents et mon oncle n'étaient pas autorisés à revenir sur la propriété sans permission préalable et me rappelant que je pouvais demander une ordonnance restrictive si je le choisissais. Un cousin m'a envoyé un texto, les gens parlent. J'ai vu une vidéo de ta mère et de ton oncle criant dans ton couloir. Ça va? Je l'ai fixé une seconde, puis j'ai répondu, je vais bien. Mieux qu'avant. Pour la première fois, les conséquences de leur comportement retombaient sur eux au lieu de moi. Et alors que Noël passait dans un silence total entre nous, ce silence ressemblait moins à une punition et plus à de l'espace. Un espace où je pouvais enfin commencer à imaginer une vie qui n'était pas construite autour de la gestion de leur chaos. Dans les semaines après Noël, le silence de ma famille semblait irréel. Je continuais d'attendre une autre explosion, une autre visite surprise, un autre mur de textos trempés de culpabilité, mais rien n'est venu. Pas de joyeux Noël, pas de bonne année, pas même une citation passive-agressive avec mon nom implicite entre les lignes. Au début, c'était comme se tenir dans une pièce juste après qu'une alarme incendie se soit arrêtée. Mon corps se préparait encore à un bruit qui n'était pas là. Lentement, cela a commencé à ressembler à autre chose, de l'espace. Par des cousins et des amis communs, j'ai entendu ce qui se passait là-bas. Ma mère a dû faire un suivi après cette visite aux urgences. Son médecin lui a dit carrément que si elle ne gérait pas son stress, elle allait au-devant de graves problèmes. Sans mon argent couvrant discrètement les extras, elle a dû réduire sa salle de sport et certaines des activités sociales dont elle se vantait. Elle a demandé à une jeune collègue de l'aider à télécharger des applications de budget et de finances et à comprendre comment fonctionnait réellement le prélèvement automatique. Mon père a dû appeler les entreprises de streaming et d'abonnement lui-même, attendre au téléphone, réinitialiser les mots de passe, et pour une fois se débrouiller sans juste dire « demande à Manon ». Il s'est plaint bruyamment de la facture d'hôpital de la nuit aux urgences de ma mère et de l'amende de mon oncle. Mais cette fois, il n'avait personne sur qui décharger ses coups. L'image de rigolo de mon oncle Claude en a pris un coup aussi. Les gens à son bar et au club de golf avaient vu ou au moins entendu parler de la vidéo de lui attrapant mon épaule dans mon couloir. Des flics notant son nom sur un procès-verbal. Il n'est pas allé en prison, mais le mal était fait. C'est dur de jouer l'oncle charmant quand tout le monde sait que vous êtes le gars qui s'est fait appeler la police par sa propre nièce. Mes sœurs sont devenues plus silencieuses en ligne. Moins de selfies de concerts et de voyages impulsifs. Plus de posts sur les heures supplémentaires et le travail acharné pour atteindre ses objectifs. Quand je me suis retiré en tant que filet de sécurité invisible, elles ont dû tenir sur leurs propres jambes. C'est la chose qui a fait tilt pour moi. Ma limite ne m'a pas seulement fait grandir. Elle nous a tous forcés à le faire. Une fois l'adrénaline retombée, j'ai eu un petit contre-coup. Sans nouveau drame pour me distraire, toutes les vieilles choses sont remontées à la surface. Les blagues qui n'étaient pas vraiment des blagues. Les fois où j'avais payé la note et ravalé mon ressentiment. Les années où je croyais que maintenir la paix était mon travail.
J'ai finalement pris rendez-vous avec un psychologue au lieu d'en parler simplement. Lors de notre première séance, elle a demandé « Quand avez-vous appris que votre rôle dans la famille était de tout réparer ?» Je n'avais pas de réponse toute faite, mais la question est restée en moi. J'ai aussi trouvé un groupe de soutien en ligne et un forum rempli de gens avec des histoires qui semblaient inconfortablement familières. Des parents qui utilisaient la culpabilité comme une arme, des proches qui utilisaient la famille comme une laisse, des frères et sœurs qui ne contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. En lisant leurs commentaires, j'ai vu des mots que je ne m'étais jamais permis d'utiliser pour ma propre situation, manipulation, abus émotionnel, exploitation financière. Cela ne changeait pas ce qui s'était passé, mais cela changeait la façon dont je me jugeais pour être finalement parti. Des mois plus tard, ma mère a envoyé un court email. Pas d'objet, juste « Je suis désolé que les choses aient si mal tourné entre nous. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu as tout géré, mais tu me manques. J'espère que tu vas bien. » Ce n'étaient pas les excuses que je voulais, mais c'était quelque chose. Je n'ai pas répondu tout de suite. Quand je l'ai fait, je suis resté simple. Je lui ai dit que j'allais bien, que j'espérais qu'elle prenait sa santé au sérieux, et que si nous reparlions un jour, cela devrait être différent. Pas de cris, pas de culpabilité, pas de prétention que ce repas n'était qu'une blague. J'ai dit que j'étais ouverte à une conversation un jour, de préférence avec un thérapeute présent, mais que je ne recommencerais pas à payer pour tout et à être reconnaissante d'être assise là. Cliquer sur envoyer n'a pas donné l'impression de rouvrir la porte. Cela ressemblait à la verrouiller pour l'ancienne version de nous et à ne laisser qu'une petite fenêtre surveillée. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer avec ma famille à long terme. Peut-être que nous construirons quelque chose de plus petit et de plus sain. Peut-être que nous resterons avec peu de contact pour toujours. Ce que je sais, c'est ceci, pour la première fois, ma paix ne dépend pas de leurs humeurs. Je paie mes propres factures pour moi. Je passe les fêtes avec des gens qui ne me transforment pas en chute de blague et appellent ça de l'amour. Je ne mesure plus ma valeur à quel point je suis utile aux gens qui m'ont élevé. S'il y a une leçon dans tout ça, c'est que la famille n'est pas un laissez-passer gratuit pour vous manquer de respect. L'amour sans respect est juste du contrôle déguisé en préoccupation. Les limites ne sont pas une trahison. Elles sont du respect de soi et de l'action. Et parfois, la vengeance la plus satisfaisante n'est pas de claquer une porte. C'est de s'éloigner. Laissez les gens ressentir enfin les conséquences de leur propre comportement et construire une vie où vous n'êtes pas reconnaissante juste d'être autorisé dans la pièce, mais sincèrement heureuse de tenir debout par vous-même. Avez-vous déjà dû choisir votre propre santé mentale plutôt que l'approbation de votre famille? Et si vous ne l'avez pas encore fait, quelle ligne devrait-il franchir pour que vous disiez enfin stop?